Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le défi brique que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai eu envie de poursuivre cette invitation que je vous proposais en vidéo, à savoir me saisir d'un sujet et le passer au filtre du courage et de la sincérité. Alors à la différence des vidéos précédentes, je ne vais pas piocher dans mon bocal pour déterminer le sujet, mais je vais vous faire part de mes réflexions du moment et j'ai un petit peu revu les questions qui vont me servir de trame pour chaque vidéo. Néanmoins, rien n'est préparé. Je reste sur le principe de l'impro pour permettre aussi de laisser sortir ce qui doit sortir de ma tête, de mon corps, de mon esprit, avec mes énergies du moment. Donc le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est le fait d'accepter d'être mauvais pour pouvoir être bon. Et c'est Valentin et Kylian, les créateurs du défi brique, qui m'ont vraiment amené à exploiter ce sujet aujourd'hui, puisque le défi brique a conduit à une soirée tous ensemble avec d'autres entrepreneurs et la création d'un livre que Kylian et Valentin ont coécrit. Et ce livre, je trouve, est déjà extrêmement bien écrit, mais aussi nous rappelle des fondamentaux dans notre vie et aussi en termes de créateurs. Alors créateurs dans nos activités professionnelles, dans nos rôles de maman peut-être, dans nos couples également. Et donc je vous renvoie à la vidéo sur la créativité qui peut être finalement introduite dans chaque pan de nos vies. Aujourd'hui, je vais donc parler du fait d'être mauvais pour pouvoir être bon. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'histoire que je me racontais à ce sujet, c'est que je ne voulais pas être mauvaise. Je ne voulais pas passer par cette case. Je fais partie des personnes qui ont envie d'avoir tout de suite. C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelques années, en tant que coach, mais aussi en tant que femme, dans mon couple ou en tant qu'amie, je voulais tout le temps être au top niveau. Je ne pouvais pas considérer d'être à un niveau que moi, bien sûr, j'estime comme étant médiocre ou en progression, en amélioration, etc. Comme si dès que j'avais compris quelque chose, je pouvais le mettre en application, mais forcément de façon parfaite. Et ça amène à beaucoup de limitations dans nos vies si on raisonne de cette façon. Si en fait on n'accepte pas une remise en question en cours de route, si on n'accepte pas d'être mauvais, eh bien on va arriver forcément à un moment donné à une certaine stagnation, voire à un immobilisme. Et vraiment, la face cachée de cette petite phrase je ne veux pas être mauvaise, je veux être parfaite quoi qu'il arrive, je veux savoir faire à la perfection, et ben c'est qu'elle conduit forcément à de l'inaction. Et si j'étais pleinement sincère avec moi sur ce sujet, c'est pas l'entièreté de la personne que je suis qui refuse d'être mauvaise. C'est simplement mon ego. Alors je dis simplement avec une telle désinvolture, mais en fait, l'ego c'est un gros morceau que l'on a en nous, c'est un personnage. Hein. Et l'idée c'est pas de le détruire, c'est pas d'en faire un bouc émissaire non plus, et de lui mettre tout sur la tronche de « oh non mais c'est pas moi, c'est mon ego ». C'est une part de nous qui est là qu'on le veuille ou non. Et comme toutes les parts de nous, elles sont là aussi pour être acceptées, tolérées, entendues. Et ne pas en faire des maîtres. Et donc la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est ok, si je suis sincère avec moi, c'est mon ego qui n'a pas envie d'être mauvais. Il n'a pas envie de subir éventuellement le jugement, la honte, l'humiliation. Mais est-ce que je lui laisse la main ? Est-ce que du coup il est maître de mes actions ou pas ? Et moi, le fait de me dissocier de mon ego, c'est-à-dire de me dire que c'est simplement une part de moi et que moi je suis le contenant qui intègre différentes parts de moi, mon enfant intérieur, mon ego, mon ambitieuse, etc., etc. Je suis juste le contenant de ça. Et bah déjà, ça permet de mettre de la distance entre mes peurs, ce que je redoute et ce qui va vraiment arriver, et mes mises en action. Et vraiment, là où je manque personnellement de courage, et de façon générale, où selon moi on manque de courage, justement sur le fait d'être mauvais,
c'est que on n'a pas intégré une information qui me semble essentielle, c'est que dans la vie, mais pour tout le monde, on va à un moment donné devoir se remettre à cette posture-là, à la posture de la personne qui apprend, celle qui ne sait pas, et celle qui prétend aujourd'hui tout savoir, mais moi je veux pas la rencontrer. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça y est, on n'a plus rien à améliorer, on n'a plus rien à transformer, on n'a plus rien à apprendre, à acquérir, et déjà je trouve ça extrêmement dommage, mais encore une fois ça nous limite dans notre champ d'ouverture sur le monde et de compétences. Donc j'ai envie qu'en fait on prenne vraiment ce courage à bras le corps pour accepter d'être mauvais et se réjouir d'être mauvais. C'est-à-dire que si on se réjouit d'être mauvais au début, on va aussi se réjouir d'être bon et d'avoir accepté d'avoir été mauvais au départ. Parce qu'en fait, quelles que soient les activités que l'on va entreprendre, quels que soient le chemin, les avancées qu'on va avoir, on va toujours se confronter à des obstacles. On va toujours se confronter à des choses inconfortables. Et en fait, j'ai envie qu'on désacralise un peu le truc de oui, bah moi, en fait, j'ai une avancée, je me pose des questions, etc. Mais c'est génial, sauf que ça n'a rien de parfait. Parce que dans cette avancée, dans ce parcours, il y a des obstacles. Et si on n'intègre pas que la vie, c'est ça, la vie, c'est ce parcours du combattant, ben en fait, on passe à côté de l'expérience. Totalement. Si on est forcément en recherche de la perfection tout le temps et qu'on refuse de remettre en question qui l'on est, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi, ben, en fait, on reste dans une sphère qui n'existe pas, qui n'est pas la réalité. Et donc, là où j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, c'est que si j'accepte d'être mauvaise, déjà ça me permet de faire beaucoup plus. Parce que j'accepte d'avoir honte, j'accepte de me réajuster, j'accepte d'avoir fait des erreurs. En fait, j'accepte d'apprendre. Et accepter d'apprendre, c'est juste la base. Ensuite, si j'accepte d'être mauvaise, ça me permet de vivre des expériences que je n'aurais pas forcément vécues si je restais campée sur ma position de non, moi je veux pas passer par cette étape-là, inconfortable. En fait, je me réjouis d'avance de rencontrer cette part de moi qui est mauvaise, qui sait pas, parce que je sais que derrière, il y a cette part qui va savoir, qui est en train d'apprendre en fait. Et j'ai envie vraiment que vous voyiez ce switch qui pour moi est très très clair, mais donc du coup je vais essayer de détailler mes arguments, bien que je ne sois pas là pour vous convaincre, mais tout simplement mettre en lumière des choses qui fonctionnent comme vous et pour moi aussi, qui fonctionnent pour vous comme pour moi, c'est mieux dans ce sens-là. En fait, il y a vraiment une différence entre je refuse d'être mauvais parce que je n'ai pas envie de me confronter à des inconforts et je me réjouis d'être mauvaise parce que j'ai intégré que la vie, c'était un apprentissage perpétuel. Et ça, ces deux visions-là, c'est en fait deux façons de dire la même chose, de constater la même chose, mais avec un prisme totalement différent. Avec ce fameux prisme verre à moitié plein, verre à moitié vide. Et le fait de considérer chaque expérience comme des apprentissages permet donc d'expérimenter beaucoup plus de choses, de se permettre de vivre, de se permettre aussi une certaine humilité en fait. Parce que le fait de considérer que l'on ne sait pas et que oui, on peut être mauvais et que nous sommes tous en cours d'apprentissage remet en fait de l'humilité en chacun de nous. Et ce que ça me permet d'être, si j'accepte d'être mauvaise, ça me permet du coup d'être encore plus compétente. Parce que
cette joie, cette envie d'apprendre et donc d'accepter de passer par la case inconfortable de je ne sais pas, je n'arrive pas, je fais mal, elle me permet tout simplement d'être plus compétente ensuite. Prenons différents exemples. Dans le cadre d'un projet, vous n'allez pas savoir tout faire. Donc vous allez peut-être vous entourer de gens qui savent faire mieux que vous. Mais ça va vous permettre d'apprendre. Et puis, plus vous allez avancer dans votre projet, plus vous allez aussi avoir d'ambition et donc d'envie de faire plus gros. Et ça va vous demander d'apprendre. Ça va vous demander de déconstruire un fonctionnement en vous qui était calé sur peut-être des fonctionnements qui datent d'il y a 10 ou 20 ans. Plus vous allez progresser, plus vous allez avoir des feedbacks. Et dans ces feedbacks, vous allez avoir des critiques. Mais des critiques, encore une fois, que vous pouvez considérer comme constructives ou pas. Que votre ego peut considérer comme constructives ou pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez des retours, bien sûr que c'est la réalité de chaque personne qui va parler. Néanmoins, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience, comment les gens ont vécu cette expérience que vous leur avez proposée. Et ils peuvent très mal la vivre et que vous ne changiez rien, c'est ok ça. Mais par contre, ils peuvent très mal la vivre et vous pouvez prendre en considération leur façon d'avoir expérimenté les choses pour pouvoir peut-être réajuster. Je sais que dans certains programmes que je propose, certains me demandent d'avoir un retour écrit. C'est pas l'expérience que j'ai envie de vivre, faire vivre. Les deux d'ailleurs, que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de faire vivre. Je suis ok en fait avec le fait que l'expérience n'est pas forcément complète pour une partie des gens parce qu'ils ont envie d'avoir un support écrit. Mais moi, dans cet accompagnement-là, qui est un accompagnement individuel, j'ai envie que la personne, elle vive son truc en plein. J'ai pas envie qu'elle prenne des notes et j'ai pas envie qu'elle se dise « Ah bah super, je vais retenir ça vite, et qu'elle s'accroche à ce papier. Parce qu'on est dans deux réalités différentes et c'est ok d'entendre que pour m'améliorer, j'aurais peut-être à faire ça et de pouvoir aussi assumer le fait que pour moi, cette expérience en individuel ne demande pas d'avoir un support papier de par mon expérience, de par mon vécu et de par le fait aussi que je sois dans leur posture de coacher à certains moments de ma vie et qu'en fait, de me détacher de ce support papier me permet de vivre 10 fois plus l'expérience. Donc, il y a vraiment une part importante, c'est d'entendre le feedback et d'assumer derrière, entre guillemets, les conséquences que ça va générer. Dans le cadre d'une relation, si vous entendez la réalité de l'autre et que vous ne bougez jamais, ça va à un moment donné amener à la fin de la relation. Parce que peut-être vos convictions sont vraiment heurtées, vos besoins également. Mais j'ai juste envie de rappeler et de ramener de la légèreté dans le fait que, puisque nous sommes tous en apprentissage, que ce soit un projet, une relation, une proposition que la vie nous fait, je sais pas, par une rupture, par un licenciement, peu importe, eh bien, on peut considérer non pas qu'on est dans l'erreur ou dans l'échec en ne nous remettant pas en question ou en nous remettant en question, mais qu'on est dans un apprentissage et que la vie n'est que apprentissage. Et ça, en fait, ça nous permet de créer des expériences beaucoup plus en lien avec ce que l'on veut vivre, de créer aussi des espaces où on s'autorise à recalibrer les choses, c'est-à-dire à dire peut-être à l'autre personne, oui effectivement, je me suis laissée emporter par mes émotions. Effectivement, là, je viens pas répondre à ton besoin. Mais ce qui est important pour moi, c'est ça, ça, ça. Ou d'asseoir également ses limites. En fait, oui, je réagis comme ça parce que là, ma limite a été atteinte. Et je n'ai pas à m'excuser de fonctionner comme ça. Ça vient peut-être heurter toi, ton fonctionnement. Mais moi, c'est pas ok dans ma réalité que tu me dises tatadi dada. Donc en fait,
ça permet de créer des espaces de réajustement, d'expression libre, et ça permet de créer dans nos activités, dans nos projets, justement, je viens de l'évoquer, des endroits de liberté pure. C'est-à-dire qu'en fait, on se détache totalement de ce perfectionnisme optimal, recherché, et on revient à beaucoup plus d'humilité. Vous avez Tal Ben-Sahar dans son livre L'apprentissage de l'imperfection, je cherchais, qui nous parle justement d'une notion qui est l'optimalisme. C'est un terme qu'il a, lui, développé pour le mettre justement en opposition au perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une dimension qui nous amène à croire que le chemin est droit, tout est linéaire, qui nous amène aussi à prendre une certaine distance avec les émotions, à être dans une certaine froideur, et donc du coup à pas se remettre en question, à pas vivre l'émotion en plein, à pas la regarder. Et moi j'ai envie du coup d'évoquer cette notion d'optimalisme apportée par Tal Ben-Sahar, qui est donc professeur de bonheur à Harvard, et qui nous permet de comprendre qu'en fait on fait juste du mieux qu'on peut. Et l'optimalisme, c'est quelque chose qui vient, sa racine, ça vient de l'optimisme, hein, mais justement, c'est pas l'optimisme joyeux et déconnecté de la réalité, c'est justement l'optimalisme, le fait de faire du mieux qu'on peut dans cette optique de positivité, dans cette optique d'apprentissage. D'où le titre de son livre, L'apprentissage de l'imperfection. Parce que si l'on considère la vie comme étant un énorme cycle et un énorme parcours du combattant, comme je l'évoquais plus tôt, eh bien, on apprend juste à faire de notre mieux à chaque morceau du chemin que l'on va emprunter. Et on apprend aussi que chaque proposition, que chaque réalité, que chaque expérience que nous allons vivre sont là pour nous amener à nous améliorer du mieux que nous pouvons. Et ça nous permet juste de nous détacher de cette perfection recherchée, de cette envie de plaire, de cette envie d'être parfait aux yeux du monde, et de retirer ce masque qui nous empêche d'être à la fois sincère et courageux pour pouvoir être imparfait, pour pouvoir être dans l'apprentissage constant et être l'humain humble que l'on devrait tous incarner. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai juste envie de vous rappeler que pour moi, accepter d'être mauvais pour pouvoir être bon, c'est finalement remettre à sa juste place nos fonctionnements internes, laisser tomber le masque de l'ego quand ça n'a pas lieu d'être, de ne pas lui donner 100% du pouvoir, parce que l'ego est aussi là pour nous protéger, je tiens quand même à nous le rappeler, qu'il a son intérêt, pour pouvoir être courageux et sincère dans nos créations, dans ce que l'on va entreprendre et dans nos réajustements. D'accepter d'être mauvais, c'est accepter d'être humain. Alors je vous invite à vous poser la question, est-ce que j'ai finalement un fonctionnement de la personne qui serait conduit par ses peurs, son ego et son perfectionnisme, à savoir, je ne veux pas passer par cette case de la personne qui est mauvaise. Je veux tout de suite tout savoir faire. Je veux être parfait. Ou est-ce que vous avez tout simplement envie de changer votre vision sur ce sujet et d'apprendre, oui, parce que c'est encore une fois un apprentissage, à être imparfait, à être mauvais et à aimer ça. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la prochaine vidéo, dans 2 semaines. Je vous embrasse.